Au cours des loges de Christian Cabrol, le cas d'Aenec a été évoqué. Et pour vous parler de Catherine de Vitois, Catherine, eh bien, voilà. C'est effectivement dans le service de stomatologie, dirigé par Jean Marsan, où je m'occupais de la consultation de parodontologie, que nous avons fait connaissance avec Catherine à l'époque. Et notre problématique, puisqu'il y avait le service de M. Lacoureille en face, c'était effectivement les ostéoradionécroses, qui était un vrai problème en carcinologie ORL. Nous sommes restés en contact, nous avons travaillé en correspondant dans l'exercice libéral, et quelques années plus tard, je me souviens très bien, Catherine a commencé à m'appeler pour me faire part de ses soupçons vis-à-vis d'une classe de médicaments qui commençait à être largement prescrits, y compris par les médecins généralistes, et qui, en termes de nécrose, nous posait de gros soucis. Et c'est elle qui m'a alerté la première. Elle a beaucoup travaillé sur ce sujet qu'elle connaît bien. Elle a effectivement un recrutement de patients concernés. Et lorsque nous avons décidé d'aborder cette thématique, tout naturellement, c'est vers elle que je me suis tourné. Je la remercie d'avoir accepté d'être parmi nous. Je te laisse parler. Mesdames, Messieurs de l'Académie, chers collègues, je vous remercie de m'inviter à cette séance très exceptionnelle. Je vous emmène au bord d'un champ blanc pour aborder le thème des ostéonécroses des mâchoires liées au traitement antirésorbeur osseux par biphosphonate, denosumab et certains anti-angiogéniques. La définition de l'ostéonécrose des mâchoires d'origine médicamenteuse a été établie dès 2003. Elle correspond à une exposition osseuse maxillaire ou mandibulaire qui ne cicatrise pas dans un délai de 8 semaines après sa découverte, bien sûr en l'absence d'irradiation cervico-faciale, chez des patients étant ou ayant été traités par des molécules inductrices. La nécrose osseuse peut être visible, comme cette diapositive du haut, ou invisible, ce qui rend parfois le diagnostic difficile, d'où l'importance d'un bilan radiographique de bonne qualité, un panoramique, un bilan long cône, des examens en 3 dimensions type cône-beam, et personnellement j'aime beaucoup le dentascanner en fenêtre osseuse avec filtre E2, notamment les coupes axiales, pour juger de l'évolutivité des lésions. 4 stades ont été définis. Les 3 premiers concernent l'os alvéolaire. Le 3e est en dehors de cet os alvéolaire. Il y a des sous-classes avec des non-expositions osseuses parce que tout n'est pas visible à l'œil nu. Vous aurez des diapositives d'aspect trompeur. Les molécules incriminées sont les biphosphonates, les plus anciennes. Bien sûr, elles ont des puissances différentes et les plus puissantes, telles l'acide zolédronique, sont largement rencontrées dans ces ostéonécroses de mâchoire. Le denosumab, le plus récent, qui est un antirésorbeur osseux, mais qui est un anti-ranc, et des molécules anti-angiogéniques, le bevacizumab, le sunitinib, la flibercept. Ces molécules anti-angiogéniques sont toujours utilisées dans des cancers métastatiques osseux et donc utilisées et rencontrées dans cette pathologie d'ostéonécrose des mâchoires. Je me suis installée il y a 24 ans dans un centre à orientation cancérologique et à ce moment-là, les praticiens ont commencé à me confier le bilan de la cavité orale avant radiothérapie pour les cancers des VADS. Et j'ai donc pris en charge aussi les suites, les ostéoradionécroses. Et progressivement, à partir de 2004, finalement, j'ai pris en charge la cavité orale dans bon nombre de cancers
qui bénéficient en fait de ces traitements anti-résorbeurs osseux parce qu'ils sont devenus métastatiques. Et vous voyez sur cette diapositive la grande progression en fait assez rapide des cas d'ostéonécrose de mâchoire par rapport au cas d'ostéoradionécrose. Personnellement, pour l'ostéoradionécrose, j'ai remarqué le rôle du développement d'une parodontopathie dans les secteurs postérieurs. Je vous ai donc sélectionné plusieurs cas cliniques, à la fois de cancérologie, mais aussi de pathologie de médecine interne, qui peuvent avoir recours à des doses importantes d'antirésorbeurs osseux. Le premier cas, c'est une patiente de 51 ans qui a un cancer du sein gauche qui, l'année suivante, devient métastatique. Elle entame donc un traitement par Ixgeva et Avastin. Le seul problème, c'est qu'elle commence son traitement d'Ixgeva au mois de juillet et que quelques semaines après, on lui extrait 15 dents sous anesthésie générale. Quelques mois après, on lui met une prothèse mobile au maxillaire avec une plaque base métallique. Et puis, quelques mois après, donc 20-21 mois, la patiente se plaint de douleur et elle vient consulter pour des petits boutons apparaissant au niveau du maxillaire supérieur. En fait, ce sont des aiguilles osseuses qui transpercent la muqueuse. Le problème, c'est que cette patiente, maintenant, ne peut plus porter de prothèse parce qu'elle est en situation de suppuration et qu'en plus, en occlusion, sa dimension verticale fait qu'elle vient directement se mordre la zone d'ostéonécrose des mâchoires avec le bord incisif, le bord de ses incisives. Le deuxième cas, c'est une patiente qui a un cancer du sein, qui devient métastatique quelques années après. Son histoire note 6 années d'impression par biphosphonate, d'abord par voie orale, du Fosamax, puis du Zometa pendant 5 ans. Cette patiente a été implantée 20 ans avant son cancer. Et 30 ans après, à peu près, elle présente une cellulite au niveau de son maxillaire gauche sur des implants qui sont en 36 et 37. Et en août 2016, elle va donc avoir une cellulite sur cet implant en 36 qui va être déposé. En août 2017, elle va avoir une dépose de son implant en 37. Et donc en octobre 2017, voilà la situation. Elle est en situation d'ostéonécrose de mâchoire à la mandibule gauche, qui est évolutive, avec au niveau de la corticale linguale de la mandibule gauche, un début de séquestre osseux. Donc vous voyez les deux diapositives, juste après l'arrêt des biphosphonates et 12 mois après l'arrêt des biphosphonates avec la perte de ces deux implants et cette situation d'ostéonécrose médicamenteuse. Du côté droit, cette patiente s'est fait implanter des implants en septembre 2015. Donc au moment où elle n'a que 5 années de biphosphonate, le mois suivant, ils seront déposés. Et en octobre, donc 1 an après arrêt de tout biphosphonate et à peu près 1 année après la dépose des implants, elle est en situation d'ostéonécrose des mâchoires beaucoup plus limitée. Donc là, on voit notamment les coupes axiales en fenêtre E2 qui notent aussi une grande condensation entre les corticales osseuses. Ce sont des signes d'imprégnation par les biphosphonates. Un troisième cas, qui n'est pas un cas de cancérologie,
C'est une dame qui a 66 ans, qui a déclaré à l'âge de 48 ans une polyarthrite rhumatoïde, donc, qui débutera très rapidement une corticothérapie, avec en 2003 un début de méthotrexate. Au total, cette patiente a 17 ans de corticoïdes, 13 années de méthotrexate, 10 années de faux avances. En janvier 2008, elle était dentée au maxillaire supérieur. On lui pose 10 implants, mais avec cette imprégnation. Pendant 8 ans, ces implants vont tenir le coup. Elle ne posera pas du tout de problème. En janvier 2016, elle présente une poussée inexpliquée de polyarthrite rhumatoïde, une élévation de sa CRP, on augmente ses corticoïdes. À ce moment-là, personne ne pense à son problème qui se passe sous ses implants. Et au mois d'août, elle commence un épisode de suppuration majeure. On lui ôte 2 de ses implants au maxillaire gauche, en place depuis 8 ans. Je la vois en octobre 2016 avec un flot de pus énorme au niveau de la zone 24 et une communication bucco-sinusienne. Donc voilà son panoramique. Il y a déjà eu le démontage de 2 implants en 23 et 24. Les clichés rétroalvéolaires, enfin pas les clichés rétroalvéolaires, le cone beam montre l'implant en position 22 concerné par l'ostéolyse. Et vous avez aussi les coupes axiales au moment où elle a un mois après avoir éliminé son séquestre et en pleine poussée infectieuse. Ces coupes axiales, avec 10 années de faux avances potentialisées par les corticoïdes et le méthotrexate. Personne ne savait vraiment comment prendre en charge cette patiente qui finalement avait un beau sourire avec ses implants, mais il ne fallait pas remonter trop la gencive. Et en concertation avec des chirurgiens maxillofaciaux, des ORL, on a décidé de lui pratiquer une méatotomie inférieure. 9 mois après, les signes de communication bucco-sinusienne ont disparu. Bien sûr, il y a encore la suppuration, il y a encore une poche de rétention, mais les implants sont en place et la dame sourit toujours, peut mastiquer et aucun implant ne bouge. Donc personne n'est tenté d'aller les lui démonter. Certes, elle reste avec des cures antibiotiques itératives. Et vous avez à la fois le maxillaire gauche, où il y a eu la grande suppuration avec la communication bucco-sinusienne. À droite, la lésion est beaucoup plus limitée, beaucoup plus discrète. Cet aspect rose lilacé de la gencive, avec une mini-exposition osseuse. En bas à gauche, vous avez en fait les 2 implants en 14 et 15 que vous retrouvez ici. Le 4e cas est un patient qui a 88 ans, qui a eu un cancer du rein en 2009, métastatique en 2012, qui va donc avoir à la suite du XGEVA avec un petit angiogénique et du SUTENT. En avril 2016, il va avoir des douleurs au maxillaire et personne ne suspecte qu'il peut avoir une ostéolyse. Seule en fait son incisive latérale gauche présente des signes de mortification. Elle va être dévitalisée, mais ça ne résoudra pas son problème de douleur. Si bien qu'en août, il aura l'élimination de séquestres osseux, et là commenceront les premières investigations. Donc vous avez un patient qui est imprégné pendant 22 mois par du XGEVA, donc le denosumab, un antirésorbeur osseux. On est à 20 mois de cet arrêt, mais on est au 20e mois du SUTENT, qui est un anti-angiogénique.
On a uniquement une dénudation vestibulaire. En palatin, on n'a pas d'exposition osseuse. On a un aspect rose lilacé de la muqueuse qui laisse présager quand même ce qui se passe en dessous. Il est à peu près stabilisé. Il prend encore du Sutent, mais il est très bien au plan carcinologique et son cancérologue ne veut pas l'arrêter. Voilà le cône BIM avec les dents correspondantes concernées par l'ostéolyse. La dent 22 qui a été dévitalisée est pratiquement flottante et commence à se déplacer. La coupe inférieure en dentascanner voit bien l'ostéolyse qui transfixie les corticales à la fois vestibulaire et palatine chez ce patient. Le 5e cas est un peu particulier parce qu'il va combiner à la fois de l'ostéoradionécrose et de l'ostéochimionécrose. Et je me disais qu'un jour, j'aurais peut-être de l'ostéonécrose et de l'ostéoradionécrose, et ça m'est arrivé hier. Alors, ce patient a une histoire maxillofaciale très particulière, parce que en juin 2013, on lui retire un kyste apical au niveau de 12 ans. Et le praticien l'envoie à analyser et le résultat revient métastase d'un cancer du poumon. Alors qu'il était bien, que personne ne se doutait quoi que ce soit. Donc ce patient va alors être pris en charge à la fois pour sa lésion maxillaire et sa lésion pulmonaire. Il est toujours sous chimiothérapie, il va très bien, mais son cancer du poumon, en fait, a diminué, a métastasé au niveau d'une surrénale, donc il est toujours sous chimiothérapie. Alors, il va cumuler à la fois le denosumab, une radiothérapie maxillaire qui va concerner les secteurs prémolaires incisifs, une radiothérapie à 65 Gray. Il va faire une récidive ganglionnaire cervicale. Il va avoir à nouveau une radiothérapie cervicale. Il est soigné à la fois en France et en Malaisie. Et il va avoir de l'Avastin qui réussissait fort bien pour son cancer pulmonaire. Je vais le voir en mai 2015. Je n'ai pas de diapo du mai 2015, mais vous avez la diapo du 31/8/2015. Donc, il avait une énorme suppuration, des douleurs horribles de toute la région canine incisive au maxillaire droit. Je le mets sous antibiotiques. On se concerte tous. Le patient a des dents qui sont mobiles, archi douloureuses. Finalement, excusez-moi. Finalement, le 24 septembre 2015, je vais pratiquer les extractions sous anesthésie générale de 15, 14, 13, 11 et 38. C'est mes premières extractions que j'ai faites sous XGEVA, avec un arrêt de l'Avastin, l'anti-angiogénique, arrêté 45 jours avant. Évidemment, il n'a pas bien cicatrisé au plan gingival, mais il a eu une disparition complète de ses douleurs au 3e mois des extractions. Il porte une prothèse mobile, il sourit, il parle, il va bien, il a repris son activité très rapidement. Alors, vous avez la diapositive avant les extractions. 2 mois après les extractions, ma cicatrisation n'est pas très très jolie. En secteur 11-12, c'est à peu près correct. C'est en secteur 14 et 15 que perturbe cette nécrose. Alors c'est un os qui n'est pas friable, qui est dur, et la dent d'à côté qui a été traitée ne bouge pas. Il porte une prothèse et voilà son sourire. Il a un abcès, il a un aspect social très correct.
Voilà le panoramique. Alors le panoramique avant les extractions. Bon, il faut vous dire que ce patient, il a été irradié avec à l'intérieur du site d'extraction de 12 des fragments de ciment qui ont certainement été responsables d'une ostéoradionécrose. Après est arrivé très rapidement les prescriptions sont arrivées très rapidement les prescriptions de XGEVA. Le 6e cas, c'est une dame de 65 ans qui est diabétique, ce qui est un facteur de comorbidité pour les ostéoradionécroses et puis aussi les ostéochimionécroses. C'est une dame avec un cancer du sein qui va recevoir du XGEVA uniquement pour ses propriétés anti-angiogéniques, mais elle n'a pas de métastase osseuse. Elle a une prothèse de hanche droite, mais c'était une coxarthrose. Elle va avoir du Zometa et du XGEVA pendant 14 mois. C'est une dame qui est psychologue, mais qui est d'origine libanaise. Elle sait qu'en France, on ne lui posera peut-être pas des implants. Alors, elle risque tout. Elle rentre au Liban, elle va voir un de ses amis implanteurs, et du côté gauche, elle va se faire implanter au 7e mois de son imprégnation par XGEVA, en mars 2014, finalement 5 implants. Et comme ça marche bien, aucun problème de cicatrisation, ils sont mis en charge, bonne ostéo-intégration. Elle est tellement contente qu'au 12e mois, elle retourne au Liban, voir le même praticien, mais on est au 12e mois de son imprégnation au maxillaire droit. Elle aura 3 implants et une greffe autour de 13. Bien entendu, 2 mois après, elle est en situation d'ostéonécrose de mâchoire. On lui retire un implant. Elle va éliminer des séquestres. Vous la voyez ici, 11 mois après l'arrêt de l'XGEVA, elle élimine des petits séquestres autour de son implant mésial en vestibulaire. Elle continue à en éliminer. Par contre, du côté gauche, où elle a été implantée au 7e mois d'XGEVA, sur ses coupes axiales, vous remarquez qu'il ne pose pas de problème, il ne bouge pas, elle peut parfaitement mastiquer du côté gauche. Elle reste sous surveillance, et elle le sait. Voilà la situation clinique. Vous pouvez constater aussi, donc on est à presque 3 années d'arrêt du XGEVA, cette muqueuse lilacée légèrement bleutée qui est typique en fait d'une muqueuse qui recouvre une zone d'ostéonécrose. Le 7e cas, c'est ma plus vieille patiente d'ostéonécrose de mâchoire. C'est une dame avec un cancer du sein à droite, à gauche, qui devient métastatique en 2004. Elle a donc eu du Zometa pour ses propriétés anti-angiogéniques et elle risquait d'être paraplégique, cette dame. Donc elle a été traitée pendant 35 mois, elle va très bien, elle marche. La seule chose, c'est qu'elle a des douleurs. Ses praticiens lui ont mis du misoulitos, qui est un biphosphonate par voie orale, un acide chlorhydronique. À chaque fois qu'on essaie de lui arrêter, elle reprend des douleurs horribles, elle ne peut plus marcher, elle ne sort plus de chez elle, donc il faut lui laisser, et elle est bien comme ça, elle est complètement stabilisée. Et c'est un cas d'ostéonécrose invisible, à la 11e année d'évolution, avec une situation stable, à ciel fermé, dans la région 13-14. Donc vous voyez cet aspect, des petits boutons rouges, finalement une situation bien banale, et il faut faire attention à l'historique de ces patients. En palatin, discret petit avec la flèche jaune, petit érythème de muqueuse, pas plus. Aucune mobilité des dents. Elle porte un bridge qui a pour support 15-14. Elle a
une couronne en extension sur 13, parce que le problème, il est autour de 13. Vous voyez la racine de 13 qui s'expulse avec une ostéolyse en postérieur. Et donc, elle a ce bridge avec son extension antérieure. Ça tient très bien. Elle n'a pas de douleur. Elle sourit, elle mange. Et on est à 11 années d'évolution et encore avec à la 7e année de lithos. Pour terminer, j'aimerais évoquer 3 cas remarquables qui me paraissent un peu extraordinaires, qui m'interpellent beaucoup. Et j'en parle souvent avec de nombreux collègues parce que leur prise en charge est complexe. Et ce sont des patients qui s'attachent à vous, qui viennent vous consulter, sont à la recherche de toutes les innovations pour trouver une solution à leurs problèmes. Évidemment, la majorité sont des cancéreux, ils vont à l'essentiel. Ils ne demandent pas des choses extraordinaires. Ils demandent un confort de vie, pouvoir mastiquer, pouvoir sourire, pouvoir parler. La douleur, quelquefois, ils s'en débrouillent. Et j'ai 3 cas assez remarquables. Une dame qui a 77 ans a eu un cancer du sein métastatique. Les photos sont assez choquantes. Elle a été imprégnée par du Zometa, de l'Avastin, du Xgeva et de l'Afinitor, un autre anti-angiogénique. Après toutes ces imprégnations, en fait, en mai 2015, je vais la recevoir. Elle va présenter un abcès au maxillaire droit avec une odeur épouvantable quand elle est arrivée en consultation. Mais elle n'avait aucune douleur. Elle mangeait à peu près correctement. Et en fait, sur cette panoramique, on découvre qu'elle a une canine 13 en désinclusion avec un kyste péricoronaire qu'elle ne connaissait même pas, qui s'est ouvert à la cavité buccale, certainement par l'évolution carieuse finale des dents d'à côté, et une dent de sagesse 18 qui était incluse. Pas de douleur, seulement un passage liquidien par la narine droite. Elle est au 26e mois d'un traitement par Xgeva potentialisé, Avastin, Zometa. Voici les clichés. On voit cette vaste ostéolyse qui va englober progressivement le maxillaire. Et au fil du temps, en fait, cette personne va exposer complètement son maxillaire et expulser un nombre d'organes dentaires, y compris les dents incluses. Vous voyez là, en fait, la canine qui était complètement incluse, qui se désinclut. Elle n'avait aucune douleur. On voit aussi au fond rouge sombre la muqueuse sinusienne. En fait, cette patiente a eu en très peu de mois, en 22 mois, une évolution fulgurante de son ostéochimionécrose. On a dû toujours la laisser sous antibiotiques parce que la vie au quotidien était insupportable pour son entourage dès qu'on les arrêtait. Mais aucune douleur. Cette évolution fulgurante, je la mets en opposition à 2 cas d'ostéoradionécrose. Ce patient, en fait, a été radiothérapié pour un cancer de base de langue il y a 10 ans. Il n'a eu aucune prise en charge spécifique, peu de fluoroprophylaxie, et il se retrouve en fait avec une ostéoradionécrose des 4 secteurs. Vous avez en bas à gauche cet aspect d'os, mais qui se délite beaucoup plus facilement que les ostéochimionécroses, qui donnent plutôt un os marmoréen. Et ce cas un petit peu historique, j'ai calculé qu'il faudrait que je sois en activité jusqu'à 111 ans pour avoir un recul de 78 ans après une irradiation cervico-fasciale. C'est un patient qui a 82 ans, qui à l'âge de 5 ans a été brûlé,
et qui a eu à Grenoble une irradiation cervico-faciale pour traiter des séquelles de brûlure. On n'entendra pas parler de son problème de croissance de maxillaire, enfin, il ne l'évoque pas, mais à partir de 2009, on va découvrir qu'il a une ostéoradionécrose avec un pertuis que vous voyez en arrière de la dernière molaire en bas à droite. Ce patient a même eu, donc en 2009, premier épisode d'ostéonécrose. En 2009, on va lui implanter une valve aortique, une bioprothèse, et ce problème de suppuration, qui ne sera même pas mis en évidence, maintenant, il présente depuis 12 mois des épisodes infectieux itératifs sur cet os, et nous sommes bien embêtés parce qu'il y a le problème de l'antibiothérapie au long cours, de son caractère supportable ou pas supportable en fonction du terrain. Donc en fait, je m'interroge sur cette évolution en fait très importante et rapide de ces ostéonécroses de mâchoire. Et malheureusement, comme les ostéoradionécroses, nous avons un traitement curatif qui va être évoqué tout à l'heure, qui n'est pas forcément aisé, qui est fort complexe. De ce fait, c'est plutôt le traitement préventif qui devient fondamental, à la fois pour l'ostéoradionécrose, mais aussi pour l'ostéochimionécrose, que finalement tout se joue avant pour les patients. Il faut qu'ils soient très informés de ce sujet, sans avoir peur de ce traitement, parce qu'en fait, quand je les reçois en consultation, je leur dis que ces médicaments antirésorbeurs osseux leur permettent d'être dans la vie, surtout les cancéreux, mais qu'il faut les utiliser avec une sécurité au plan bucco-dentaire, et que le patient devient sa propre sentinelle, c'est-à-dire qu'il doit connaître combien de temps il a été exposé à ces molécules. Donc, on retrouve cette même importance du préventif à la fois avec l'ostéoradionécrose et l'ostéochimionécrose. Et c'est vrai que nous sommes contents de pouvoir faire profiter à ces patients de tous ces antirésorbeurs osseux qui leur permet, notamment pour les métastases osseuses de cancers fortement agressifs, d'être dans la vie, mais à côté, on patauge dans leur prise en charge. Merci beaucoup.